Ça devient assez rare d'avoir un parc paysager qui est resté dans son unité complète. Ce chêne a probablement 300 ans ici. Et puis Val d'Isée, c'est très commode à vivre. Alors, voulez-vous un café, un thé et du gâteau? Je suis Gilles de Malartic. Je représente la 6e génération de présence familiale au Bois-Cornillé. Le domaine a été acheté par la famille de ma mère en 1832. Le Bois-Cornillé lui-même est une terre très ancienne qui existe de temps immémorial et qui a été illustrée par Pierre Landais, qui a fait du Bois-Cornillé le domaine de la mère de Pierre Landais en 1472, je crois. 1475. 1475, exactement. Je suis Pauline de Malartic. J'ai épousé Gilles il y a plus de 35 ans. À ce moment-là, j'ai découvert le Bois-Cornillé. Et quand la propriété nous a été confiée par mes beaux-parents en 2003, on s'est beaucoup intéressé à continuer à poursuivre la tradition familiale. On a décidé d'ouvrir au public. En fait, on y recevait nos amis avec plaisir et on s'est dit que ce serait vraiment intéressant de recevoir un public beaucoup plus large et de la même manière de poursuivre la tradition familiale dans l'art de recevoir. Alors, entre Pierre Landais et puis ma famille qui acquiert le château en 1832, il y a eu de très nombreux propriétaires et le château n'a pas cessé d'être remanié en fait. Donc on parlait du 15e, probablement 16e, il n'y a pas de vestiges, 17e non plus, nombreux vestiges 18e. Tout ce que vous voyez là, tous les intérieurs datent du 18e en fait, la grande époque où ça a été aménagé. Et puis alors, à partir de 1832, la famille décide d'en faire le château actuel, qui est un château néogothique entouré d'un grand parc paysager par Édouard André. Donc Édouard André, c'est une des plus grandes signatures paysagistes du monde à l'époque. L'Europe dominait complètement dans ce domaine-là. C'était vraiment le maître paysagiste, André. Du côté architecture, une signature, les frères Mellet, donc ce sont des architectes célèbres qui ont travaillé dans toute la France, mais particulièrement en Bretagne. On leur doit beaucoup d'églises, y compris l'abbaye de Solesmes. Donc en fait, vous avez des signatures de renom et ça se voit. C'est ce qui crée en fait l'unité et l'harmonie des lieux. Mon arrière-grand-père de l'époque voulait en faire une maison agréable à vivre. Et tout avait été conçu pour ça, même la taille des pièces qui est importante, mais pas gigantesque, était agréable. Mais le parc est fait pour se promener, pour voir les vues, découvrir. C'est vraiment fait pour y être bien. Le parc, il est créé en 2 fois. C'est la 2e génération qui est là, qui en 1872 fait venir Denis Buller, le paysagiste du parc du Tabor à Rennes, du parc Auberture et de très nombreux parcs dans les grandes villes de France. Denis Buller, il fait des très grands parcs paysagers, il les appelle des parcs agricoles. Et ce qu'il veut, c'est valoriser le terroir et va créer des perspectives sur les points de patrimoine rural qu'il trouve intéressants. Il encadre les vues sur les clochers de Val d'Isée, par exemple, puis sur des petites fermes qui sont autour. Il va les encadrer de petits bosquets à droite et à gauche. Et du coup, le regard est complètement dirigé sur la ferme et le joli petit bâtiment ancien va devenir un point focal dans la vue. Il fait la même chose avec des grands arbres qui sont au loin et qui sont des chênes remarquables. Donc ça, c'est la première intervention de 1872, un parc très naturel, très ouvert sur la campagne. En 1880, on pense à la maison et ce sera les frères Mellet qui, à partir de 1883 à 1887, vont diriger les travaux de rénovation dans le style néogothique. Une fois que ces travaux de maison sont réalisés, ça va être la 3e génération qui, elle, va faire venir Édouard André. Les travaux vont être réalisés entre 1901 et 1902. Et Édouard André va à la fois respecter le travail de Buller sur ce grand parc très ouvert,
mais va revenir aussi sur un style plus classique, le grand jardin à la française, et va vouloir, près de la maison, créer un petit mini Versailles. Et il va créer à l'arrière du château un parterre à la française. Le parc classé est autour de 100 hectares, mais en fait, il y a aussi les prairies qui, du coup, donnent un domaine qui est vaste et complètement préservé. Ça devient assez rare d'avoir un parc paysager qui est resté dans son unité complète. Même si ça a été fait en plusieurs fois, c'est conçu d'une pièce, comme un grand parc fait pour la promenade. Je dis toujours ici, la promenade, c'est un art de vivre. Là, en fait, on va sortir par ce qui est ce que nous trouvons le plus symbolique dans le parc. C'est l'allée de mousse. L'allée de mousse que vous voyez là figure sur le cadastre Napoléon. Donc, elle est antérieure de beaucoup à André. Ce chêne a probablement 300 ans ici. Donc on remonte au XVIe, XVIIe siècle, probablement, époque de plantation, il y en a encore beaucoup. Ce qui est très agréable, c'est un peu une volonté des paysagistes du XIXe siècle, mais c'est de créer une promenade qui soit longue, qui soit harmonieuse. Donc pour ça, il faut qu'il y ait une unité dans le parc, et puis qu'en même temps, il y ait des surprises. Le parc est dessiné en lisière de forêt. On a le bois d'un côté, ici là il est sur notre droite, et puis des vues sur les pâtures sur la gauche avec une campagne ouverte et dessinée. Là on va arriver, on va justement voir une petite ferme. Voilà, vous voyez là par exemple une ouverture, des petits bosquets à droite et à gauche, et la petite ferme qui s'est créée son petit verger de façon très jolie. Alors oui, je vous vois regarder, et ça c'est aussi une des joies de la promenade dans un parc, c'est que le château, quand on le regarde sous un angle ou sous un autre, on ne voit pas le même château. On avait tout à l'heure une bâtisse extrêmement imposante, là on a quelque chose qui ressemble plus à un manoir. Et alors là, vous avez un pin Sitka absolument magnifique. Vous voyez ces arbres, ça c'est 19e, ça a été planté en même temps que l'allée. Entre ces Sitka et ces chênes alternés, c'est très beau, c'est sûr. De temps en temps, des activités de la commune ou du pays de Vitré nous ont demandé d'accueillir les foulées d'Isée qui vont recommencer cette année. Donc l'école invite des tas de coureurs à pied qui vont courir au profit de l'école, et ça se passe dans les allées du parc. On a accueilli l'arrivée de Randautomne il y a quelques années. L'association de tourisme équestre du pays de Vitré, ils ont des attelages, donc on a accueilli des attelages pendant les journées du patrimoine, et le public pouvait faire un petit tour de parc en calèche, voilà. Et puis cette année, on a eu un visiteur qui s'est présenté en disant « mais moi j'aime beaucoup les vélos anciens, est-ce qu'on pourrait faire quelque chose ?» Et donc il a fait une exposition de cycles anciens. Et puis les collectionneurs les ont même mis en démonstration pour le public. Les 2 jours des Journées du patrimoine l'année dernière, on a vu une 50aine de personnes qui se sont essayées au Grand-Bi dans le parterre devant le château. Et c'était vraiment magnifique parce qu'on ne savait pas si c'était le château qui mettait en valeur les vélocipèdes ou les vélocipèdes qui mettaient en valeur le château. Enfin, c'était assez magique en fait comme journée. Donc ça, on va recommencer cette année. On va même probablement avoir l'arrivée d'une course de vélocipèdes anciens, mais vraiment très anciens, avec des superbes machines. Toutes ces animations, c'est des histoires de vie et de rencontres en fait. Alors ce qu'on peut dire ici, c'est que Pauline est très attachée à l'authenticité de ce qu'elle présente. Donc autrement dit, jusque dans le détail, et il vaut mieux limiter et faire quelque chose qui soit dans une certaine époque, avec des costumes d'époque, du matériel d'époque et dans l'esprit de l'époque. Ça y est, le grain du grain là. Le parc est ouvert au public. L'entrée adulte est à 5 €.
Les enfants accompagnés de leur famille jusqu'à 18 ans rentrent gratuitement. Donc le parc est classé, il est inscrit par les monuments historiques. L'extérieur du château est inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. Et en revanche, l'intérieur n'est pas classé, n'est pas inscrit. Et c'est notre lieu de vie privé. La maison ne se visite pas. Voilà. Pour l'instant, on a à peu près 2000 visiteurs par an. L'accueil du public représente une toute petite ressource. Le Bois Cornillé repose financièrement sur des équilibres qui feraient sourire quelqu'un qui a des moyens importants. Nous sommes sur des tout petits équilibres. Le domaine a des ressources qui viennent des fermages, de la chasse, de la pêche. Et pour être bien clair, le Bois Cornillé fonctionne avec une partie de ma retraite. Il est clair qu'un lieu comme ça, il nous est transmis par héritage. On ne gagne pas d'argent, c'est une passion. Il vaut mieux aimer pour s'en occuper parce que de temps en temps, il y a quand même des mauvaises surprises. Mais c'est aussi extrêmement agréable d'arriver à peu près à dominer l'affaire et à le pérenniser. Le Val d'Isée célèbre pour ses deux clochers. Vous connaissez l'histoire des deux clochers? Non. Donc il y a un beffroi qui est la mairie à gauche et à droite l'église. Ça ne vient pas du tout d'une bataille entre le côté clérical et le côté civil, c'est pas du tout ça. Simplement l'église ancienne s'effondrait. En 1880, le conseil municipal décide de conserver la partie de l'église qui n'était pas effondrée et d'en faire une mairie et de faire une église nouvelle. Du coup, deux clochers à Val d'Isée. Voilà, et c'est assez rare en fait, les transformations d'église en mairie, et surtout à cette époque-là où les relations pouvaient être un petit peu conflictuelles, et là, ça s'est très bien passé et c'est très joli. Ce qui me plaît à Val d'Isée, donc, c'est un pays qu'on aime beaucoup. Les gens sont bienveillants. La vraie richesse du pays de Vitré, ce sont ses artisans, ses agriculteurs, son industrie. On a des artisans dans le pays de très très bonne qualité. Et puis Val d'Isée, c'est un bourg de ressources. C'est très commode à vivre. On a à 1 kilomètre d'ici, on a une maison médicale avec kiné, médecin, pharmacien, infirmier. C'est très sécurisant pour nous qui vieillissons d'être aussi proches. Il y a une supérette, il y a une boulangerie, il y a une boucherie, il y a 2 coiffeurs. C'est une bourgade et avec des gens qui sont là depuis plusieurs générations pour certains d'entre eux. Et puis des nouveaux qui y arrivent et qui se sentent très vite chez eux. C'est un lieu vivant, dynamique, dont la population croît. Ça montre bien que c'est un lieu attractif. C'est une nouvelle vie qui commence à 60 ans et c'est une vraie chance. On est jeune sur un lieu qui, lui, n'est pas jeune et qui, en même temps, gagne une nouvelle jeunesse grâce aux possibilités culturelles qui se développent avec le pays de Vitré.